one from many, by force of will. Yo les gens, c'est Funky. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Magic Arena. Et alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un peu les jeux de cartes que j'ai réussi à confectionner avec les cartes que j'ai réussi à obtenir en jouant. Alors du coup j'en ai créé un rouge et un bleu-noir. On va commencer par le rouge parce que c'est le plus basique et le plus facile plus ou moins à comprendre dans son utilisation. Alors du coup c'est un deck axé agressif donc. Notre but donc va être de réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Et pour ça le plus vite possible. Alors, en général le rouge se joue comme ça. Il faut agresser très vite l'adversaire parce qu'en général quand on commence à jouer des sorts qui coûtent cher on se retrouve très vite à bout de souffle. Bon, donc alors du coup la contenance on a si je me trompe pas on a 7 éphémères qui infligent des points de vie qui infligent des blessures à des créatures ou aux joueurs. Donc 3 chocs qui infligent 2 blessures à une créature, à une cible n'importe laquelle, et frappe foudroyante qui inflige 3 blessures à n'importe lesquelles. Donc ces cartes là sont importantes parce qu'elles me permettent en général en début de partie ou en milieu de partie de soit finir une créature que j'ai pas pu détruire avec les miennes, soit infliger les points de vie qui restent à infliger à mon adversaire. Enfin c'est très pratique, elles peuvent même me permettre de détruire mes créatures à moi, parce que du coup, un peu plus en dessous on a un œuf de dragon. L'œuf de dragon donc c'est un défenseur, c'est une carte qui ne peut pas attaquer. Elle est sur le terrain et elle peut uniquement bloquer les attaques adverses. Mais celle-ci a un effet spécial, c'est que quand elle est détruite, elle crée un dragon qui a 2 d'attaque et 2 d'endurance, et qui a le vol, pardon. Ça veut dire qu'il peut passer au-dessus des créatures qui n'ont pas le vol. Et ça c'est très important parce que du coup mes chocs et mes frappes foudroyantes, si je détruis mon œuf, ça compte aussi. C'est-à-dire que ça va aussi créer une créature de 2 qui a le vol. Et en plus de ça, la créature de 2 qui a le vol qui sera créée a aussi un autre effet, qui est que pour chaque mana... attends, je vais cliquer dessus. Non, pardon. Je peux pas cliquer dessus. Pour chaque mana, donc la petite flamme que vous voyez dans la description de la carte, engagée, c'est-à-dire que si j'engage un terrain, ça lui fait gagner +1 +0. Donc c'est pas grand chose, mais ça peut aider à détruire des créatures ou à viser directement les points de vie de l'adversaire si on en a besoin. Donc en plus de ça, on a les messagers de Bomat qui sont des artefacts, des créatures artefacts qui ont un effet un peu utile mais qui peut se retourner contre nous, donc il faut faire attention avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que cette créature attaque, donc c'est une 1-1, si il y a une créature plus puissante en face, elle est détruite au combat, donc il faut faire attention, ça se joue en début de partie en général. Donc c'est une 1-1, et en fait, à chaque fois qu'elle attaque, une carte, la carte du dessus de ma bibliothèque, donc de ma pioche, est exilée sous elle. C'est-à-dire que la créature, sous cette créature, il y a les cartes exilées de mon deck, que je ne peux pas voir. Et à chaque fois qu'elle attaque, ça se produit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'attaque, une carte de mon deck va sous cette créature. Et, à n'importe quel moment de la partie, pour un mana, donc je ne vais pas vous réexpliquer à chaque fois un mana, pour un terrain engagé, je peux sacrifier cette créature et récupérer... Oh non, pardon. Pour un mana, et en vidant toutes les cartes que j'ai en main dans mon cimetière, je peux récupérer toutes les cartes qui ont été exilées sous elle. Donc en général, ça se joue en début de partie, c'est pour permettre en fait aux finalités, quand on arrive en 4e, 5e tour, si on a joué beaucoup de cartes, de pouvoir récupérer un nombre certain de cartes, vu qu'on en a plus en main, parce que le rouge sort vite, donc c'est des cartes qu'on n'a plus en main très vite. Ça permet de fluidifier l'arrivée de cartes dans nos mains. Donc frappe foudroyante, ça j'en ai déjà parlé. On arrive à cracher des flammes. Cracher des flammes, ça inflige 4 blessures à une créature ciblée. Donc ça c'est en général pour pallier au bleu ou au vert, quand ils ont des grosses créatures, c'est assez utile, parce que ça coûte pas très cher, 3 pour 4 c'est plutôt pas mal, mais en plus de ça, ça veut dire qu'à chaque fois, enfin dans son effet c'est écrit, à chaque fois qu'un dragon arrive sur le champ de bataille, donc c'est une créature que j'ai beaucoup dans mon deck, je peux payer 1, donc 1 mana, et récupérer cette carte de mon cimetière, c'est-à-dire que je peux la rejouer. Donc elle y est en 2 fois pour que je puisse la piocher assez régulièrement, sachant que elle ne sert pas qu'à ça, mais je vous expliquerai ça après. Dans ce deck là il y a détourné, bon ça c'est une carte qu'il faut que je change, qui n'est pas très utile parce que j'ai pas de créature qui s'invoque avec des sacrifices, mais en gros en fait je peux prendre le contrôle d'une créature ou d'un artefact ciblé que mon adversaire contrôle pour le tour.
Donc ça me permet soit de dégager le terrain pour pouvoir attaquer, soit de... Enfin, ça a plusieurs utilités. En général, on le prend pour en fait prendre le contrôle d'une créature adverse, la sacrifier pour invoquer une de nos créatures. Ou la détruire. Enfin, normalement, ça se joue comme ça. Là, j'ai mis ça en désespoir de cause parce que j'ai rien d'autre à mettre. Mais ça peut être utile. Ensuite, on arrive au dragonnet de Sarkhan. Alors, c'est une carte assez importante parce que du coup, c'est un dragon. Donc, on en revient à cracher des flammes. C'est-à-dire que si je joue le dragonnet de Sarkhan, je peux récupérer et cracher des flammes de mon cimetière. Le dragonnet de Sarkhan, c'est une 2-2 toute simple qui a le vol. Donc, qui permet d'attaquer les points de vie si les créatures d'en face n'ont pas le vol. Et qui a pour effet qu'à chaque fois que j'active une capacité d'un Planeswalker Sarkhan, le dragonnet de Sarkhan inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc dit comme ça, vous allez rien comprendre, ou ne pas dire, enfin, ou vous dire que c'est pas ouf, mais une blessure par une blessure par une blessure, au final, ça fait quand même pas mal de blessures. Et donc du coup, celle-ci, évidemment, c'est une carte qui se couple avec Sarkhan, le sang de feu, donc un Planeswalker. Je vous expliquerai son fonctionnement après. Mais en gros, à chaque fois qu'on active son effet, le dragonnet inflige une blessure à une cible. Voilà. Donc les œuvres de dragon, je vous ai expliqué, et on en arrive donc à Sarkhan, le sang de feu. Alors, un Planeswalker, c'est bien spécifique. C'est une carte qui se joue comme n'importe quelle carte, mais qui va se mettre à part. C'est pas un monstre, c'est pas un enchantement, c'est pas un artefact, c'est un Planeswalker. En fait, on va dire que le 3 qui est en dessous de la carte, tout en bas de la carte, c'est comme si c'était ses points de vie. C'est comme si c'était un autre joueur. Et ça, c'est ses points de vie. Et tous les tours, c'est à nous de décider quel effet on peut activer de sa carte. Donc si vous voyez sur la gauche, il y a +1, +1 et -7. Chaque valeur équivaut à un effet. Donc en gros, à chaque fois que je vais utiliser un +1, ça va rajouter un 1 à ces 3 points de vie. Donc ça va passer à 4, puis au tour d'après à 5, puis à 6, puis à 7. Puis au final, on peut utiliser le -7. On peut augmenter, hein, on peut passer à 8, 9, 10 pour éviter que notre Planeswalker meure, parce que s'il tombe à 0, il meurt. Enfin, il est détruit. Et du coup, donc dans son premier +1, on peut se défausser d'une carte. Si on fait ainsi, on peut en piocher une. Donc ça permet de fluidifier notre afflux de cartes dans les mains, si on a qui ne nous servent pas, ou si on a des doublons, tout ça. Ensuite, l'autre +1, c'est ajouter 2 manas de la combinaison de manas colorés de votre choix. C'est-à-dire, vous choisissez les couleurs des manas. Donc, vous pouvez ajouter 2. C'est comme si vous engagiez 2 terrains. Mais vous pouvez choisir la couleur du terrain. Et on ne peut dépenser ce mana que pour invoquer des dragons. Donc, c'est pour ça que j'en reviens. Il y a beaucoup de dragons dans mon jeu. C'est fait pour. Et donc, le -7, ça crée 4 jetons. Donc, c'est des créatures qui arrivent. C'est pas une invocation. C'est des jetons qui apparaissent. Ces créatures-là, ces invocations-là ne peuvent pas être contrecarrées, sauf si ça cible la capacité du Planeswalker, mais pas l'invocation des monstres. Donc ça crée 4 jetons de créatures 5-5, rouge, dragon, avec le vol. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on arrive au décèlement de Sarkhan. Je sais pas pourquoi je dis Sarkhan, comme le tigre dans Mowgli, non ? Du coup, à chaque fois que vous lancez un sort de créature avec une force de 4, 5 ou 6, le décèlement de Sarkhan inflige 4 blessures à n'importe quelle cible. Donc ça c'est une carte, je suis un peu perplexe en final, parce que si on l'a jouée, elle coûte assez cher, et au finalité, si on joue Sarkhan, il faut que nos dragons sortent au tour juste après où on l'ait invoqué. Sinon, vous voyez, il a 3 points de vie, ça tombe assez vite, et s'il meurt, on se retrouve bloqué et on peut plus invoquer nos dragons. Donc celle-ci, je suis un peu perplexe parce que du coup, il faudrait la jouer soit avant, mais elle coûte 1 de plus, donc elle peut pas être jouée au tour 3, comme Sarkhan, qui coûte que 3. Donc je suis un peu perplexe sur cette carte. Après, son effet est très bon, parce que les dragons que j'invoque, ils ont 4, 5 ou 6, ou 7, enfin, assez d'attaque pour... Enfin, c'est quoi ? Une force, c'est ça ? Donc avec une force conséquente, donc ça utilisera son effet, mais je sais pas. Ça voudrait dire qu'il y a un temps de latence, je vais y arriver, entre Sarkhan et les dragons, ce qui pourrait le foutre à poil au final et me le faire perdre, donc c'est un peu bâtard, je sais pas trop. Et donc du coup, à chaque fois qu'on invoque un monstre qui a 4, 5 ou 6 de force, ça inflige 4 blessures, mais si on invoque une créature qui a 7 ou plus, cette carte inflige 4 blessures à chaque adversaire et à chaque créature et Planeswalker qui contrôle. Donc c'est plutôt balèze. Hein. Ça veut dire que ça inflige 4 blessures à tout le monde sur le camp de l'adversaire. C'est très puissant. Mais voilà, c'est un peu bâtard. Je sais pas dans quel rythme le caler dans le jeu. Donc c'est un peu... Voilà, je suis un peu perplexe sur cette carte-là.
Ensuite, on arrive au dragon exigeant. Donc elle coûte 5, c'est pas énorme pour un dragon. Enfin, c'est quand même assez cher pour une 5-5, mais bon. Elle coûte 5, elle vole, et elle a un effet plutôt sympathique, c'est que quand elle arrive sur le champ de bataille, elle inflige 5 blessures à l'adversaire, sauf s'il sacrifie une de ses créatures. Donc c'est assez cool. Au final, c'est soit il perd 5 points de vie, soit il perd une créature. En général, à ce moment de la partie, soit il a des petites créatures qui le font pas chier à détruire, à sacrifier, pardon. Mais s'il inflige assez points de vie, ça me fera des points de vie en moins infligés. Enfin, vous voyez, c'est vraiment du grappillage de points de vie. Ensuite, on arrive à l'Atlis, la reine des dragons. Donc ça, c'est une carte légendaire, parce que, excusez-moi, je vous ai pas expliqué, mais Sarkhan, c'est un Planeswalker. Ça, ce sont des cartes normales, elles n'ont pas de contour. Je sais pas si je peux pas passer dessus, mais si vous voyez là, en fait, elles n'ont pas de contour spécial. Tandis que Sarkhan, lui, il a les effets en bas, droite et gauche. Et l'Atlis, si vous voyez en haut de la carte, elle a des... Comment on appelle ça? Comme des engelures? Non, pas des engelures. Des enluminures? Ouais, voilà, un peu comme ça, sur le haut de la carte. Donc elle coûte 6. Pareil, si j'utilise le Sarkhan, elle coûte que 4. Là, elle vole. Et elle a un effet plutôt sympa, c'est qu'à chaque fois qu'un autre dragon non jeton, je vous ai expliqué ce qu'étaient les jetons avant, arrive sur le champ de bataille, je peux créer un autre jeton 5-5 rouge dragon avec le vol. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un dragon arrive, un autre dragon arrive. C'est plutôt cool. Et elle a pour autre effet, pour 2 mana, elle fait gagner +1/+0 à tous les dragons que je contrôle. Voilà, c'est quand même assez balèze. Donc au finalité, en général, une bonne sortie, c'est un messager de Bomat au premier tour. Vous stackez 3 ou 4 cartes sur les 3 ou 4 premiers tours. Ensuite, tour 3, vous invoquez Sarkhan. Au tour d'après, vous pouvez peut-être, si je me trompe pas, vous pouvez sortir un dragonnet et un œuf de dragon. Et puis au tour d'après, soit vous mettez le décèlement, s'il sort bien, si vous avez les cartes au bon moment dans votre main, et ensuite le dragon exigeant et l'Atlis. En général, l'Atlis, il faut la jouer avant les dragons exigeants, mais comme elle coûte plus cher, c'est un peu problématique. Donc voilà, donc ça c'en est pour le rouge de la rage de Sarkhan. On va revenir là où j'étais, voilà, la rage de Sarkhan. Ensuite, on va passer au bleu-noir, la carte au trésor. Alors pour ceux qui ont compris la vanne, c'est l'émission de France 3. En gros, il faut cumuler des trésors, parce que c'est une façon de gagner. Alors du coup, je vais commencer par la carte la plus importante du jeu, la carte Jouissance des richesses. Alors la carte Jouissance des richesses, elle coûte cher, elle coûte 5. Mais elle a pour effet que à chaque fois qu'une créature contrôlée par mon adversaire meurt, elle crée un jeton artefact incolore trésor. Mais qu'est-ce que c'est qu'un jeton artefact incolore trésor? C'est comme un artefact, sauf qu'en fait c'est pas une créature, il peut pas être attaqué, il peut être que détruit par des effets de cartes qui ciblent spécialement les artefacts. Ensuite, cet artefact là a un effet qui est, quand on l'engage, on détruit cet artefact et on ajoute un mana de la couleur de notre choix à notre réserve, ce qui nous permet de l'utiliser donc comme si on engageait un terrain de la couleur de notre choix. Voilà, donc à chaque fois qu'une créature de l'adversaire meurt, ça crée un artefact qui me permet d'avoir un mana de la couleur de mon choix. Mais tout en bas de la carte, il y a écrit au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 10 trésors, vous gagnez la partie. Donc voilà, le but ça va être de récupérer 10 trésors le plus vite possible. Et tout le jeu, enfin la majorité du jeu, parce qu'il n'est pas fini, hein, je vais pas mentir, il y a des cartes qui sont là, mais je sais pas trop pourquoi elles sont là. Le but, ça va être de récupérer 10 trésors. Donc, alors, on a la mise en état d'arrestation, qui permet, c'est un deck un peu contrôle, c'est-à-dire qu'il va empêcher mon adversaire d'attaquer ou d'invoquer des trop grosses créatures, pour que moi je puisse récupérer mes trésors au fur et à mesure de la partie. Donc cette carte engage la créature ciblée et elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son adversaire. C'est-à-dire que ça va engager la créature. Engager, c'est comme si elle avait attaqué. Et quand elle a attaqué, elle ne peut pas défendre au tour d'après. Mais là, en fait, elle sera engagée et au tour d'après, elle ne se dégagera pas. C'est-à-dire que l'adversaire ne pourra pas se servir de sa créature pendant 2 tours. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'entasseuse de la flotte implacable. C'est une 2-1 toute naze qui coûte 2, elle coûte pas cher, ça c'est de la chair à canon comme on appelle ça. Et quand elle meurt, elle crée un jeton artefact trésor, donc ça crée un jeton artefact. Je ne vais pas expliquer ça, c'est très clair comme c'est dit.
Ensuite, on a le baron de la contrebande. Lui est plutôt utile parce qu'il me permet de, si l'adversaire attaque avec des créatures qui ont moins de 4 de force, de récupérer un peu de points de vie si j'en ai perdu, parce qu'il a le lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va infliger une blessure, je vais récupérer un point de vie. Et il a aussi un autre effet très important, c'est qu'à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille, j'ai regard 1. Alors pour les deux du fond qui connaissent pas, regard 1, ça veut dire que je regarde la première carte du dessus de ma pioche, et si elle me plaît ou non, je la mets dessus ou dessous. Donc c'est parfait pour choisir les cartes plus ou moins que je vais piocher au prochain tour. Ça me permet de fluidifier mon jeu et de récupérer des cartes dont j'ai besoin. Ensuite, on a la barrière étincelante, c'est un défenseur, donc ça je vous ai expliqué au deck d'avance que c'était. Et cette carte-là, quand elle meurt, crée aussi un jeton artefact, donc très utile. Ensuite, on arrive à la carte au trésor. Alors la carte au trésor, c'est un artefact, pareil comme les trésors que je vous expliquais avant. Sauf que celui-ci a un effet un peu particulier. Pour un mana et j'engage l'artefact, j'ai regard 1 et je mets un marqueur repère sur la carte au trésor. Qu'est-ce que c'est qu'un marqueur repère? C'est comme si on mettait une petite encoche dessus pour vous dire qu'on l'a fait une fois, quoi. Un marqueur, c'est pour compter les fois où on l'a activé. Et donc j'ai regard 1, ça je vous explique pas ce que c'est. Ensuite, s'il y a au moins 3 marqueurs repères sur elle, je retire ces marqueurs et je transforme la carte au trésor et crée 3 jetons d'artefacts. Je vous réexplique pas ce que c'est que les jetons d'artefacts, mais en gros ça en crée 3. Et je transforme la carte pour la transformer du côté jaune. Comme vous voyez à l'écran, il y a le côté bleu, le côté jaune. Le côté jaune, ça s'appelle la transformer. C'est-à-dire que vous la retournez et maintenant ces effets s'appliquent. C'est-à-dire que pour l'engager, chaque tour, si je l'engage, je peux gagner un mana, ou si je l'engage en sacrifiant un trésor, je peux piocher une carte. Voilà, donc ça permet d'avoir du mana, mais en même temps, si je me retrouve en galère de cartes, je peux piocher en sacrifiant des trésors. Parce que c'est pas grave si j'utilise des trésors, si avec une carte, je peux en récupérer plus après, vous voyez. Ensuite, on a la divination. La divination, ça me permet de piocher des cartes, pour avoir plus de cartes, parce qu'en début de partie, je vous avoue que le bleu et le noir, c'est très cher, et du coup, il nous faut beaucoup de terrain. Ensuite, on a l'entourloupe. Donc là, on en arrive un peu aux cartes de contrôle. En gros, ça contrecarre le sort de créature ciblée. C'est quand votre adversaire va invoquer un monstre, vous pouvez utiliser cette carte, ça va annuler l'invocation du monstre, le monstre va aller directement au cimetière, et ça va créer un jeton d'artefact incolore, donc c'est pareil, enfin un trésor quoi. Et ensuite, on arrive à la profondeur du désir. Celle-ci, ça s'applique aussi au contrôle. En fait, vous renvoyez une carte sur le terrain, une carte de créature que votre adversaire a invoquée sur le terrain, vous la renvoyez à la main directement, et vous créez un jeton artefact trésor, pareil. Donc ça permet, imaginons le gars a invoqué une créature 5-5 qui lui a coûté 7, mais vous lui renvoyez dans la main. Ce tour-ci, il peut pas la réinvoquer, mais au prochain tour, il va redevoir invoquer cette créature en payant 7. Et ça coûte cher. Enfin, ça se joue pas en début de partie, parce qu'au final... Enfin, oui et non. Imaginons que ce soit un vert qui utilise des cartes que je vais appeler rampantes, parce que si vous connaissez pas, je vais pas vous expliquer ça. Mais ça lui permet de pas invoquer de grosses créatures tout de suite. Enfin bon, c'est assez utile. Ensuite, on arrive à la lichophylactère. Donc celle-là, elle est là, mais franchement, elle est pratique, mais c'est pas trop dans le délire du jeu. Elle est indestructible. C'est-à-dire qu'elle peut pas être détruite au combat. Je vais y arriver. C'est-à-dire qu'imaginons il y a un monstre qui l'attaque qui a 10 de force, elle ne sera pas détruite. C'est assez pratique pour avoir une bonne défense. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, elle met un marqueur phylactère sur un artefact que vous contrôlez. Donc bien évidemment, des artefacts, moi j'en ai des chiés, hein, j'ai des trésors en voici, en voilà. Donc c'est assez pratique. Et tant que ce marqueur est sur le terrain, la lichophylactère est sur le terrain et ne peut pas être détruite. Par des créatures, mais par contre par des cartes oui. Et si le trésor quitte le terrain, enfin son marqueur phylactère quitte le terrain, cette carte, enfin la liche quitte le terrain aussi. Donc c'est une carte de défense, mais je suis pas persuadé de la laisser, parce qu'au final elle est là pour la protection, mais elle m'apporte pas de trésor. C'est en général pour parer à du vert, parce que le vert tour 3, ils ont des 5-4 qui font bien chier, bon bref, c'est plutôt pratique. Ensuite on a le butin de pirate, il me fait piocher 2 cartes, il crée un jeton d'artefact. Il coûte un peu cher, il coûte 4, mais bon, ça crée un jeton et ça me fait piocher 2 cartes, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on arrive à une carte très importante du jeu, parce que au final, je m'en suis rendu compte un peu après, mais je la joue très souvent et elle me sauve la vie très souvent. C'est la preneuse d'otage, donc c'est une bicolore, c'est-à-dire qu'il me faut du bleu et du noir pour la jouer. Quand elle arrive sur le champ de bataille, en fait, je cible
une créature de mon adversaire, et cette créature en fait vient dans ma main. Elle est exilée et elle vient dans ma main. Et cette créature, en fait, je peux la jouer comme si c'était la mienne. Mais par contre, si ma créature, la preneuse d'otage, est tuée et détruite avant que j'ai eu le temps de jouer la créature de mon adversaire, sa créature reviendra sous son contrôle. Donc en gros, c'est une prise d'otage, quoi. Enfin, en général, les noms des cartes sont très explicites, mais là, c'est le cas. En gros, vous prenez la créature de l'adversaire en otage. Si votre créature à vous, enfin, si la preneuse d'otage meurt, sa créature revient sur son terrain. Mais si vous la jouez, les deux sont de votre côté et c'est fini. Donc ça me permet de prendre le contrôle des créatures plutôt puissantes de mon adversaire. Et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on arrive à la Flurrie de sort. Ça, c'est une carte très 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 utile, mais très 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 chère. Alors, imaginons, de souvenir, chez les verts, il y a une carte qui doit coûter 12 à l'invocation, je crois. 12 mana, donc c'est très cher. Et en gros, si cet adversaire joue cette carte et que je joue cette carte, la Flurrie de sort, ben en gros, ça va transformer le coût qu'il a payé, donc 12, en trésor. Voilà. C'est absolument abusé. Genre, cette carte-là, si elle est jouée au bon moment et contre la bonne carte, c'est pour achever l'adversaire, quoi. Imaginons, l'adversaire, vous avez déjà 5 trésors sur le terrain, il invoque une créature qui coûte 5, et ben vous avez gagné au tour d'après, quoi. C'est vraiment, vraiment abusé. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on arrive au Pirate Prosper, donc il coûte un peu cher, mais il crée 2 jetons d'artefacts quand ils arrivent sur le champ de bataille, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est une 3-4, c'est pareil, ça permet de défendre, c'est plutôt cool. Ensuite, on arrive à l'assassinat commandité. Cette carte-là, elle est couplée à jouissance des richesses, hein. Les deux coûtent cher, mais l'une fonctionne moins bien sans l'autre. En gros, l'assassinat commandité, en fait, je détruis une carte, enfin, je détruis une créature de mon adversaire, je crée 2 jetons trésor. Mais si c'est couplé avec la jouissance des richesses, comme la créature de mon adversaire a été détruite, je crée en plus, par l'effet de jouissance des richesses, un jeton d'artefact. Ce qui fait que en un coup, je crée... excusez-moi, 2, 3... Je crée 3 jetons d'artefacts en une carte. Enfin, après, ça coûte cher, hein, je vous l'accorde, mais ça détruit une créature. Et c'est quand même déjà pas mal. Imaginons, le monsieur a réinvoqué son gros T-Rex à 12. Et ben, son gros T-Rex à 12, il est plus sur le terrain, et moi... Je suis content. Voilà, donc on en arrive à la fin. Donc voilà, en gros le but c'est de récolter le plus de trésors possible. Après, il est à revoir, hein. Il y a des cartes qui vont dans tous les sens, j'ai pas encore eu le temps de le finaliser, mais il fonctionne quand même pas mal, hein. J'ai réussi à gagner quelques parties avec, et c'était plutôt rigolo à faire. Donc il marche avec du bleu et du noir, ça je vais vous expliquer. Et il y a l'ossuaire submergé, pour ça c'est des terrains spéciaux en fait, en gros il arrive engagé sur le terrain, c'est comme si c'était un terrain, mais il arrive engagé, c'est-à-dire que je peux pas me servir le tour où je le mets sur le terrain. Mais par contre au tour d'après, je peux m'en servir soit en bleu, soit en noir. Ça veut dire qu'il peut me donner les 2 couleurs, mais qu'une seule fois. Voilà. Donc c'est un peu tout sur les decks que j'ai fait. J'en ai fait que 2 pour l'instant, parce qu'au finalité j'arrive pas à trop collecter de cartes. Parce que pour collecter des cartes, il faut jouer beaucoup, et du coup débloquer des boosters et machin truc. C'est ce que je fais pas ça tout le temps. Mais voilà, donc voilà, c'était mes 2 petits decks du moment. J'espère que ça vous aura plu. Au pire, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce qui pourrait être changé et si vous pensez que ça ne peut ne pas fonctionner. Parce que ça peut ne pas fonctionner, hein. Moi je sais par exemple d'expérience que le rouge que je joue, Sarkhan, je me prends des tollés assez fréquemment. C'est pas étonnant. Enfin voilà, si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Puis voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Funky. Ciao, ciao.